Bonjour, on se retrouve pour la suite de ma série de vidéos sur les arcanes majeurs où je présente à chaque fois 10 versions différentes de chaque arcane pour brosser un portrait un peu plus varié que ce qu'on a l'habitude de voir dans les représentations classiques. Je vais montrer aussi le tarot de Marseille, le tarot Rider-Waite-Smith et mon tarot de la fortune. Comme d'habitude, je précise que c'est pas forcément mes versions préférées, que je trouve les plus belles, les plus esthétiques, mais c'est celles qui m'inspirent le plus et qui me donnent le plus de variété dans les interprétations possibles selon les visuels utilisés. Voilà, je vais donc commencer par montrer les versions classiques. Donc on a ici le tarot de Marseille et ici le tarot Rider-Waite-Smith. Pour une fois, les représentations sont vraiment très similaires, même si on peut voir qu'il y a quelques différences. Mais globalement, ce qu'on peut voir, c'est un personnage qui est pendu par un pied à une sorte de potence, pas vraiment potence. Ses jambes sont croisées en forme de 4. Il a les mains derrière le dos et les bras repliés. La tête évidemment à l'envers. Et voilà pour les similitudes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une carte qui s'appelle le pendu, mais c'est pas, il ne s'agit pas d'une pendaison, d'une mise à mort. C'est un personnage qui est pendu par le pied, mais qui est toujours bien vivant. Donc, c'est plutôt une suspension qu'une pendaison. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé ma carte le suspendu. J'y reviendrai plus tard. Donc, le fait que le personnage soit pendu, donc attaché par un pied, et mis tête à l'envers. Ce que ça peut évoquer, c'est une forme d'immobilité, d'entrave, des limites qui sont mises, une impossibilité d'avancer, une impossibilité de progresser. Ça se discute, évidemment. Ce qui est intéressant, donc, c'est que les jambes du pendu forment un 4 ou un 4 inversé. Le 4, ça nous rappelle qui? Ça nous rappelle l'empereur, qui représente la stabilité, la structure, la construction et le potentiel d'action. Donc c'est un peu une inversion de l'empereur en quelque sorte, dans le sens où ça peut être une carte qui parle donc d'instabilité, de manque de structure, d'incapacité à agir pour le moment. Mais c'est une carte qui laisse le temps donc de la réflexion avant l'action. C'est une carte qui marque une pause, qui peut marquer un temps d'attente bénéfique avant de se lancer dans quelque chose. Ça peut marquer un arrêt nécessaire entre deux actions. Ça peut être aussi un besoin de se poser parce qu'on est fatigué, parce qu'on manque d'énergie. Et du coup, quand on dort, on est immobile, on est inactif. Mais c'est nécessaire pour avancer. Ce qui est intéressant, c'est que dans le Rider-Waite-Smith, le personnage a une forme d'auréole derrière la tête. Donc on peut imaginer que c'est une forme de méditation, d'immobilité choisie pour atteindre une forme d'illumination, de révélation, pour aider à mieux être dans son corps et dans sa tête pour réfléchir aux choses. Parce que quand on est dans le feu de l'action, parfois, on a tellement de choses à faire et à penser que c'est difficile de se poser pour réfléchir, pour voir si on n'a pas oublié quelque chose, etc. C'est aussi intéressant de voir que le pendu, dans cette version-là du Tarot de Marseille, les chiffres sont mis dans ce sens-là. Et en fait, pour lire le 12, il faut renverser la carte. Le fait qu'il faille renverser la carte, ça peut inciter à changer de point de vue. On est dans une carte avec un personnage à l'envers, donc on a un renversement de situation, quelque chose qui est bousculé par rapport aux habitudes. On peut avoir besoin de changer de perspective, de voir les choses différemment, etc. Je vais montrer ma carte du tarot de la fortune, qui est très similaire aux deux autres. J'avais trouvé une version du tarot de Marseille, je ne sais plus laquelle, où le pendu, le suspendu, avait des pièces qui tombaient de ses poches ou de ses mains. Et je trouvais ça intéressant parce que du coup, ça peut évoquer un changement de situation qui fait qu'on perd un peu ses moyens.
Mais en même temps, ça peut amener à faire les choses différemment, à se débrouiller avec moins, à faire avec d'autres ressources, etc. Et ça peut aussi évoquer quelque chose de festif, de l'ordre de la performance. Ça peut être quelqu'un qui jongle en faisant des acrobaties. Je montre la carte aussi parce que c'est une carte qui est souvent associée à Neptune, à la planète Neptune. C'est une planète très lente déjà, qui a été découverte plus tard que la plupart des autres, plus tard que Saturne, plus tard qu'Uranus. Donc c'est une planète qui est très très lente. Ses transits sont très longs, on a le temps de les voir venir. C'est aussi une planète qui peut parler de dissolution, de fusion, d'abstraction, de quelque chose de très vaste, de quelque chose qui peut être difficile à vraiment attraper, à vraiment saisir, cerner très clairement. C'est une planète aussi qui peut représenter les illusions, les fantasmes, mais aussi la spiritualité, et donc tout l'intérêt de la méditation, des révélations, de l'illumination, etc. dans cette carte. Voilà pour les représentations classiques. Je vais passer à la suite. C'est une carte du Mike Wilcox Tarot et Oracle. Donc on a encore une fois un personnage qui est pendu par le pied, qui forme un espèce de 4 avec sa jambe et qui a les bras qui pendent et qui tiennent une rose. On a des objets par terre dont on peut se demander si effectivement ce sont des objets qui sont tombés de sa poche ou des choses qui l'ont attiré dans un piège. Donc c'est une carte qui peut effectivement m'évoquer le fait de ne pas forcément avoir fait très attention à son environnement et d'être tombé dans un piège, dans un trou, sur un obstacle, quelque chose comme ça, qu'on n'a pas forcément vu venir, peut-être parce qu'on n'a pas pris le temps d'observer, ou peut-être juste parce que c'est un environnement dont on n'a pas l'habitude, et il faut le temps de s'adapter, et donc prendre le temps encore une fois. Ça peut être aussi quelqu'un qui a tendu un piège et qui a cherché à séduire avec certaines choses, avec des objets qui brillent, qui font envie, etc. Et si on ne fait pas très attention, ça peut être assez facile de se laisser attirer dans quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Autre chose, dans cette carte, il y a un environnement qui semble très fertile. On est... Par exemple, dans le Rider-Waite-Smith, il n'y avait pas énormément de choses, il y avait quand même des plantes sur l'espèce d'arbres potentes. Donc, on n'est pas dans un environnement complètement stérile, où il ne se passe rien. Mais il manque quand même de quoi se raccrocher dans l'environnement. Là, on a plein de plantes, on a une sorte de jungle. Ça m'évoque, par exemple, une situation, un environnement, quelque chose qui a beaucoup de potentiel, auquel on ne peut pas avoir accès, ou qu'on a du mal à voir. Ça peut être un potentiel à l'intérieur de nous qui est encore inexploité, ou inexploitable pour le moment, pour diverses raisons, manque de moyens, manque de connaissances, etc. Et voilà pour cette carte. La carte suivante est une carte du Cosmic Slumber Tarot. Ce qui est intéressant, c'est que là, le personnage a le corps qui se fond dans son arbre potence. Donc on retrouve l'idée de fusion, dissolution de Neptune. Ce qui est intéressant, c'est que pour pouvoir vraiment se fondre dans son environnement, souvent il faut adapter un rythme qui n'est plus humain, mais qui est très végétal. Par exemple, un arbre, pour devenir un arbre, ça demande un temps de croissance assez important, assez conséquent, plus que certaines plantes qui poussent très très vite. Donc, il peut y avoir cette idée, par exemple, quand on va en nature et qu'on veut approcher des animaux, il faut y aller en douceur, il faut parfois y aller en caméléon, comment on dit ça, en se camouflant dans le végétal pour ne pas être repéré. Donc il y a cette idée de stratégiser la lenteur, utiliser la lenteur à bon escient, prendre patience parce que c'est un type de croissance qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'observation, beaucoup de recul,
par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une espèce de mare, de flaque d'eau en dessous de la tête du personnage, et donc sa tête se reflète dedans, à l'endroit cette fois-ci. Ce que ça m'évoque, c'est donc tout le côté introspection, prendre le temps de s'observer, de se contempler, d'écouter ce qui se passe en soi. Il y a un côté très méditatif dedans. Renverser les perceptions, de chercher à être dans l'action, dans l'activité, à être plus dans la passivité et la réceptivité. Il y a aussi le fait de changer de point de vue et d'adopter le point de vue de l'autre. Genre, il y a un côté très reflet, miroir, voir comment les choses se reflètent chez les autres, utiliser l'autre comme un reflet de soi et chercher à ajuster. C'est très flou ce que j'essaie d'expliquer, j'espère que c'est compréhensible. Voilà, sinon pour cette carte, c'était tout. Ensuite, on a une carte du Gotmancy Tarot. Alors ici, on a un personnage qui est suspendu la tête à l'envers, par un pied aussi. Là, on a une suspension très spécifique. C'est plus quelque chose de l'ordre du harnais, du shibari, les cordes qu'on s'enroule autour du corps avec des nœuds. Donc, on a quelque chose qui est plus de l'ordre de la performance, de l'art, de la mise en scène, des acrobaties, d'utiliser des restrictions, mais de manière qui soit plus plaisante et choisie et maîtrisée aussi. Donc, on peut imaginer par exemple que c'est un pendu qui a choisi d'être dans cette position-là, dans cette posture-là, pour rechercher certains effets. Il y a aussi l'idée, donc avec les acrobaties, de défier une forme de gravité, défier des limites, défier ce qu'on pense être possible avec beaucoup de temps, avec beaucoup de maîtrise. Là encore, c'est quelque chose qui ne se fait pas dans l'immédiat et qui demande beaucoup de contrôle, d'ajustement, de connaissance de soi, etc. Connaissance de son matériel aussi. Ça demande beaucoup de lâcher prise, de confiance dans son propre équilibre, dans ses outils, dans son environnement. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout pour cette carte. Ensuite, une carte du Starman Tarot. Je ne sais pas si on verra très bien l'écran, mais ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que ça m'évoque un mélange entre le pendu, la tour, avec les éclairs dans le ciel tout en haut, parce qu'il y a souvent de la foudre qui tombe sur la tour, et le magicien, parce qu'on a un personnage qui est habillé comme un magicien, littéralement, donc avec un haut de forme, des jeux de cartes, des pièces, et on a un côté, pour le coup, qui est encore une fois de la performance, mais d'une autre façon. C'est un peu le Houdini. C'est un prestidigitateur. C'est un magicien qui fait des tours de passe-passe, qui crée des illusions, qui détourne l'attention, qui détourne la perception, qui fait en sorte d'attirer l'attention sur certaines choses pour pas montrer d'autres choses, qui se met dans des positions d'être entravé, enchaîné, mais qui va toujours réussir à s'en sortir lui-même, même quand ça a l'air impossible. Donc on a encore cette idée d'impossible qui devient possible. Enfin, de prétendu impossible surtout, qui devient possible. Donc on a un pendu qui est en pleine possession de ses moyens, en vérité. Et même si on n'a pas forcément conscience, en général, c'est une carte qui peut dire qu'il y a les outils nécessaires pour faire face, qu'on a de quoi se libérer de certaines entraves. Peut-être que ce sont des entraves qu'on s'est mis aussi nous-mêmes, par exemple. Ça peut être
une forme d'auto-sabotage, mais qu'on est capable de défaire finalement. Voilà, c'était tout pour cette carte, je pense. Ensuite, une carte du Blood Moon Tarot. Là, on a un personnage, on voit surtout sa tête. Et j'ai l'impression que là, c'est dans une forme de chrysalide. Mais donc, on a un personnage, encore tête à l'envers, qui est cette fois suspendu par un serpent. Un grand python, je pense. Potentiellement un arbre, parce qu'on voit une branche avec un papillon et des insectes. Le personnage a l'air de dormir. On peut supposer aussi qu'il est mort, mais comme il y a cette espèce de chrysalide, ça laisse plus l'impression qu'il est entre deux états. Qu'il est en réceptivité, qu'il est en inaction. Donc, ce que ça m'évoque, cette carte, c'est encore une fois, il peut y avoir le fait de ne pas avoir fait suffisamment attention à son environnement ou d'être dans un environnement nouveau pour lequel on n'a pas toutes les données, pas toutes les informations. On a pu tomber dans un piège, on a pu se perdre aussi. Ça, c'est une possibilité. On a pu prendre un chemin qui n'était pas le bon et il faut revenir sur ses pas et ça peut être compliqué, surtout dans une grande jungle où tout ressemble. Ça peut être aussi un piège. Ça peut avoir été se confronter à plus grand que soi, à plus malin que soi. Donc il peut y avoir une notion de danger dans cette carte, sur faire attention au danger, ne pas précipiter les choses et faire attention à ce qu'on ne connaît pas très bien. Mais il peut y avoir aussi de nouveau le côté fusionner avec son environnement. Chercher vraiment à découvrir autre chose, à prendre le temps de s'imprégner d'une nouvelle situation, d'un nouvel environnement, d'une nouvelle relation. Et ne pas partir du principe que ça fonctionne comme soi, et donc renverser son point de vue pour changer les choses. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur cette carte? Donc oui, le fait de pas vraiment, peut-être aussi pas être à sa place, être dans un environnement où soit on peut difficilement survivre, soit où on pourra manquer de ressources, un environnement qui demandera beaucoup d'ajustements, et peut-être qu'on n'en fera jamais vraiment totalement partie. Il peut y avoir aussi le fait d'être dans une situation ou relation qui donne une sensation d'étouffement, d'entravement, d'enchaînement, et ça peut ne pas être plaisant. Ça peut donner l'impression qu'on n'a pas vraiment la main mise dessus, ou ça peut être juste pas du tout ce à quoi on s'attendait. Ça peut être des choses où on n'a pas discuté des attentes et des recherches de résultats, et du coup on n'a pas les résultats qu'on voulait. Ça peut être trop d'un coup, trop de choses d'un coup, qui étouffent, qui submergent. Et du coup, ça te demande de laisser décanter, de faire une pause, de se reposer, etc. Et donc, la chrysalide, il y a aussi cette idée de métamorphose, de changer de forme, de transformation personnelle intérieure, ou même juste des apparences extérieures, ou de transformation de son environnement, de tout un tas de choses en fait. Voilà pour cette carte. Je suis désolée s'il y a des personnes qui avaient peur des serpents ici. Hop. Ensuite, une carte du tarot ultraviolette. Je vais boire un petit peu, mais je continue mon braque. Donc, encore une fois, la notion de chrysalide, de métamorphose. On a une personne qui est assise, les jambes croisées sur une branche, les bras écartés sur les côtés du corps. Les yeux... Alors, il y a deux paires d'yeux. Il y a une paire d'yeux qui est fermée, une paire d'yeux qui est ouverte, ce que je trouve assez intéressant. Il y a le symbole du poisson et de l'eau, potentiellement pour l'attribution moderne de Neptune au poisson.
Ceci dit, attribuer les poissons au pendu, ça fait aussi très sens pour moi. Donc voilà. Donc ensuite, juste en dessous de la personne, on voit un cocon papillon à l'envers. J'aime beaucoup cette carte. Donc, comme je disais avec la carte précédente, la notion de transformation, métamorphose, changer quelque chose en soi ou autour de soi, et donc prendre le temps. Ça se fait pas en un claquement de doigts en général, et c'est pour ça que le pendu est pendu, en fait. C'est que pendant ce temps-là, parfois, on peut pas forcément prendre de décision, faire d'action, ou changer les choses trop vite parce qu'il faut le temps de s'adapter pour que ça soit bien intégré, pour que ça soit plaisant aussi. On a clairement une carte qui parle plus d'introspection et de repos que d'agir. Là, c'est quelque chose qui semble plutôt recherché, voulu, plutôt que subi. Qu'est-ce que je n'ai pas déjà dit avec les autres cartes? Il peut y avoir une notion d'avoir l'impression de stagner peut-être un peu, mais en fait, on est proche de l'envol, on est proche de la libération, on est proche de quelque chose qui sera plus léger, plus ajusté à soi, plus aligné avec ses envies. C'est aussi une carte qui parle de faire une mue, de se débarrasser de son ancienne peau, peut-être de se débarrasser de certaines choses du passé qui peuvent être une entrave. Émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, de plein de façons possibles en fait, peut-être des choses qui nous gardent dans un passé et dans une perception de nous-mêmes ou des choses qui laissent pas beaucoup de possibilités à l'évolution par exemple. Donc on a une sorte de réorientation, mais on n'est pas dans l'action là, c'est en préparation, c'est en train de mijoter tranquillement. Voilà. Ensuite, une carte du Serpent Fire Tarot. Alors, on a un personnage dont on ne voit quasiment que la tête, qui est dans une sorte de robe très extravagante, à moitié en espèce de boule disco et à moitié en grand tissu arc-en-ciel. On ne sait pas vraiment où est le haut, où est le bas. C'est une carte qui est vraiment très renversable. C'est un décor très psychédélique, très entre le palais des glaces, l'esthétique psychédélique, hallucinogène, entre le côté aussi extravagant des défilés de mode et du drag. Enfin, j'aime vraiment beaucoup l'esthétique de cette carte. Pour le coup, c'est une carte qui me rappelle effectivement bien qu'il y a une influence très neptunienne ici. Les illusions, la dissolution, l'abstraction, le psychédélisme, la spiritualité, etc. Il peut y avoir un côté un peu too much, un peu submergent avec cette carte qui, effectivement, on prête à s'arrêter parce qu'on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment y aller, on ne sait pas dans quel sens on est, etc. C'est une carte qui peut m'évoquer, par exemple, les illusions dans lesquelles on peut s'enfermer, dans lesquelles on peut tourner en rond, le sort de déni de la réalité et l'envie que ce soit peut-être mieux que ça n'y paraît, l'envie que ce soit peut-être plus attrayant, plus poétique, plus artistique, plus insérer l'adjectif qu'on veut. Mais donc il peut y avoir cette espèce d'hallucination, d'illusion, de fantasme, et du coup rester là, enfin c'est des choses qui peuvent être un bon moteur, mais rester dedans sans avoir pied avec la réalité, sans avoir d'accroche et d'ancrage, ça reste juste de l'abstraction, ça reste juste un idéal qui est difficile à atteindre, peu importe le sens dans lequel on se met.
Ça peut m'évoquer les états modifiés de conscience, avec ou sans substance, pour atteindre certains états d'illumination, d'illusion, d'hallucination, de perception. Pour justement challenger un peu sa perception des choses, et en tirer quelque chose pour que ce soit pour créer, pour avoir une meilleure perception de soi, du monde ou juste pour se mettre la tête à l'envers, en fait. Voilà, c'est aussi ça le pendu. Je pense que c'est tout pour cette carte, du coup. Ensuite, on a une carte du Millennial Tarot, qui a été renommée, comment je pourrais traduire ça? Un emploi fun. En même temps, il y a un jeu de mots avec inemployé et fun et emploi, enfin bref. Et le sous-titre, c'est réfléchir patiemment. Donc on voit une personne probablement dans un hamac, dans un jardin, en train de contempler le ciel. Alors, ce que ça m'évoque, déjà, si on prend unemployed, donc sans emploi, ça peut être le fait d'être entre les études et le travail, de prendre son temps, de savoir ce qu'on veut vraiment faire après ses études. Ça peut être être en réorientation entre deux emplois et chercher quelque chose qui nous parle peut-être plus, qui est plus adapté à sa condition physique, psychologique, quelque chose qui est plus adapté à ses besoins, à ses passions. Ça peut être juste attendre qu'il y ait des offres, ça peut être le reflet du manque d'emploi en général. Ça peut être une difficulté à rentrer dans le moule de l'emploi salarié et du coup rechercher une activité qui peut être faite de façon indépendante. Ça peut m'évoquer tous les emplois, tous les projets dont on peut se voir dire que c'est pas un vrai travail. Et de mon expérience, il y a beaucoup de choses que je fais qui sont pas du vrai travail. Mais voilà, du coup, voilà, là on est encore dans les perceptions, en fait, dans les normes, dans ce qui est communément admis. Évidemment que ça peut être du vrai travail. Mais c'est pas perçu comme ça par les autres qui manquent un peu de renversement de perspective, par exemple. Ça peut aussi évoquer les vacances, les congés, même quand on a un travail, un besoin de prendre un temps de repos, de loisirs, du temps pour soi, en fait. C'est pas juste pour être constamment en train de travailler, c'est ça aussi la course à la productivité, on peut en parler longtemps. Et donc voilà, c'est une version assez joyeuse, selon comment on la voit. Ça peut être aussi une carte assez tragique, en vrai, quand on regarde l'état du monde du travail, par exemple. Et je pense que ça peut être aussi, parce qu'on a une personne qui est tournée vers le ciel, ça peut être avoir des grands rêves qui sont parfois difficiles à mettre en place. Et donc ça demande du temps, ça demande aussi de la patience pour pouvoir arriver là, mais de pas lâcher en fait, de pas lâcher l'affaire, même si c'est difficile. Voilà pour cette carte. Ensuite, on a une carte du Tarot of the Holy Spectrum, qui a été renommée. La traduction, ça pourrait être la personne qui est attachée, qui est ancrée. Donc on voit une personne qui est couchée, qui est recroquevillée sur elle-même par terre, même s'il n'y a pas vraiment de sol, et reliée par une espèce de cordon ombilical ou un cordon comme un cordon de plongée ou je ne sais quoi. Un double de cette personne, mais qui a l'air un peu fantomatique, comme ça. Alors, tellement de choses à dire sur cette carte. Déjà, il peut y avoir le fait de dissocier ce qu'on considère comme le corps et ce qu'on considère comme l'esprit ou l'âme. Ça peut être le fait d'avoir du mal à être dans son corps pour diverses raisons. Ça peut être à cause de douleurs, handicap,
à cause du fait qu'on est souvent dans nos têtes et qu'on nous pousse à être tout le temps dans l'action et la réflexion et machin, et qu'on peut avoir du mal à se rappeler qu'on a un corps, qu'il a des besoins, qu'il faut s'en occuper sainement et le traiter pas juste comme une machine, mais comme une partie de soi vivante et qui, voilà. Je vais essayer de pas partir trop en dérive là-dessus, mais bon. Donc il peut y avoir aussi la dissociation après un trauma, par exemple. Ça arrive souvent. Ça peut être aussi de manière plus perchée, ça peut être le voyage astral, ça peut être là où on va quand on rêve, par exemple, le double de nous-mêmes dans nos rêves. Ça peut être une impression quand on médite beaucoup et qu'on peut avoir l'impression de, je sais pas, se voir d'en haut ou être à l'extérieur de soi. Ça peut être aussi des choses avec lesquelles on a du mal à couper le cordon, par exemple. Des choses qu'on a du mal à laisser aller. Ça peut être aussi parce qu'il s'agit du pendu, qui a une connotation avec la mort. Ça peut être littéralement des défunts. Ça peut être les liens ancestraux. Ça peut être essayer de communiquer avec des défunts. Ça peut être essayer de communier avec ses morts. Honnêtement, il y a tellement d'interprétations avec cette carte. J'aime beaucoup. Il peut y avoir aussi une tentative d'évasion, de fuite de la réalité et une difficulté à se projeter ou à ne pas se projeter. Ça peut être l'impression qu'il n'y a plus qu'un fil qui nous relie à la réalité et que c'est très dur de revenir parce que le personnage a l'air quand même peut-être en souffrance à cause de ça. Et qu'il peut y avoir des choses... là encore, ça peut être des illusions. L'illusion qu'il y a mieux ailleurs ou qu'il faut se détacher du matériel pour embrasser la spiritualité, ce qui est faux en soi. Ça se discute, mais bon, voilà. Bref, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais en parler des heures, mais l'idée a été communiquée. Et enfin, pour finir, une carte du Specious Tarot. Que je trouve très intéressante. Donc on voit la Terre de loin et on est a priori, nous, du point de vue de la Lune, et donc on a un fond étoilé. Très belle carte qui m'évoque une très grande prise de recul, une très grande prise de distance, une très grande prise de hauteur. Là, on est vraiment... c'est le level up de changer de perspective, changer de point de vue. Et du coup, ça peut être un petit peu déroutant, déstabilisant. Ça peut donner l'impression de waouh, 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 qu'est-ce que je fais de ça, comment je l'intègre. Je sais pas si vous avez déjà pris l'avion, ça vous a peut-être fait bizarre de voir la Terre de si haut, et ça a peut-être remis en perspective certaines échelles, certaines considérations, par exemple. C'est très drôle parce que je tourne la vidéo le jour où des milliardaires sont allés dans l'espace pour faire la promotion du tourisme spatial et je suis accablée par cette information, mais en même temps, bon, bref. Donc une grande prise de recul, peut-être voir beaucoup plus le tableau d'ensemble que les détails, parce que peut-être qu'on s'emmerde avec des micro-détails, qu'on a l'impression d'être arrêté par des obstacles qui sont en fait pas si conséquents que ça, et que si on prend du recul, on peut se rendre compte que c'est pas si grave que ça en fait, par exemple. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette carte? De nouveau avec Neptune, il peut y avoir un côté trop vaste, trop dissolu, trop abstrait. Trop vaste, enfin, si on essaye d'intégrer l'expérience de toute la planète d'un coup, c'est trop. C'est pas possible pour le cerveau humain. Mais en même temps, par exemple, la méditation ou la pleine conscience, ce genre de choses permettent d'être plus connecté avec son environnement, avec la Terre, etc. Donc voilà. Je sais plus si j'avais déjà parlé de ça avec d'autres cartes, mais donc il peut y avoir ce côté très
isolant. Ce qui fait qu'on peut presque aussi dire qu'il y a une influence assez saturnienne en quelque sorte dans cette carte, parce que donc les limites, les restrictions, les contraintes, la patience, la lenteur, mais aussi l'isolement, la mise à l'écart. Parce que là, on est sur la Lune, on n'est même plus sur la Terre, donc on est complètement mis à l'écart de notre environnement normal. En plus, si on considère que le pendu est à l'envers, donc il n'est pas à l'endroit comme on est censé être, et il est sur sa potence, enfin, il y a plein de choses qui peuvent évoquer l'isolement, la mise à l'écart, la discrimination. Et ça peut être un isolement recherché ou subi. Mais du coup, voilà, ça va être une composante assez forte de cette carte aussi. Voilà, je vais m'arrêter là pour la carte du pendu. Si ça vous intéresse, j'ai une page qui est dédiée sur mon site à l'arcane du pendu, avec plein de mots-clés positifs, négatifs, avec les liens à l'astrologie, description de la carte et tous les aspects positifs et négatifs dans différents domaines. Donc si c'était pas assez d'informations, il y en a encore d'autres sur le site. Je propose aussi sur ma page Patreon, à partir d'un certain palier, des articles où j'analyse les cartes un peu de façon similaire, où je parle vraiment du visuel, des symboles qui sont utilisés, de la composition de l'image pour interpréter la carte. Donc, on n'est pas dans le par cœur et dans lire les livrets, etc. Et c'est vraiment essayer d'apprendre à lire les cartes par soi-même et à décrire les visuels et ce qu'ils nous évoquent. Et donc, je fais ça par article pour les personnes qui, par exemple, préfèrent lire que regarder des vidéos tous les mois sur ma page Patreon. Et c'est tout pour moi. On se retrouve la prochaine fois pour une arcane assez fun, c'est-à-dire l'arcane sans nom ou l'arcane de la mort. Salut!